Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Oui, et comme notre émission parle de l'avenir, on va essayer de se concentrer sur ce que ça signifie pour notre avenir, tout ça. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Dans ce cas-là, on ne manque pas à cette généralité. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Ça a commencé, en effet, pendant la guerre de 40, aux États-Unis, pour les combats aériens au-dessus du Pacifique, où il y a eu beaucoup d'accidents où les avions américains se sont entre-détruits, et où on a mis dans tous les avions de la flotte américaine des mécanismes qui permettaient de reconnaître les avions amis. Amis-ennemis. Et donc ça permettait au radar d'un avion de chasse de ne pas tirer sur un avion ami. Ensuite, ça a été d'ailleurs breveté assez tard, dans les années 60, aux États-Unis. Curieusement, ça a été breveté pour reconnaître des locomotives. Puis ensuite, ça a été généralisé ou utilisé d'abord pour l'identification du bétail, et puis progressivement pour tout un ensemble d'autres activités. Mais alors j'imagine que depuis la guerre de 40 et les avions américains équipés de puces qui devaient être gigantesques par rapport à celles qu'on trouve aujourd'hui sur le bétail ou dans des produits de grande consommation. En fait, au début, dans les avions, c'était pas des puces, puisque c'était des gros machins, mais depuis que le microprocesseur existe, depuis le milieu des années 60, et que s'applique sur le microprocesseur ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire la réduction de moitié tous les 18 mois de la taille d'un microprocesseur, on a évidemment un changement considérable qui fait que progressivement c'est devenu des choses extrêmement petites, qu'on a pu même intégrer le lecteur et l'antenne et qu'on peut y mettre un nombre d'unités d'information de plus en plus élevé qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment un outil extraordinairement différent de ce que c'était au départ. Alors aujourd'hui les applications ce sont par exemple le pass Navigo pour la RATP à Paris, des passes pour des bâtiments sécurisés, mais aussi des certificats d'authenticité qui sont insérés dans des produits de luxe, ou alors des étiquettes intelligentes utilisées pour la traçabilité des stocks dans les produits de grande consommation dans les supermarchés. Ce sont, si j'ose dire, des applications encore assez simples, assez bienveillantes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc, tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, de façon à ce qu'on ait des stocks minimaux, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production, permettre... Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité des produits. Les réductions des coûts sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail avec
la publicité nécessaire des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. En payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse au moment de télécharger. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin, parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et où vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose qui est vitale et qui n'est pas là. Mais alors ça, c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours. Mais alors dans des applications peut-être moins prosaïques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça, on sait le faire autrement. Des kidnappings. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école? À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à être suivis. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment les débuts ou dans une incapacité physique ou mentale. Des activités physiques mentales et qui demanderont à être suivis, à être en permanence récupérés. Là aussi, le GPS et le téléphone pourront être des instruments différents. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Ça, on peut le faire déjà. Mais à travers une puce implantée sur soi. On pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre, et même sans avoir à la tendre, c'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez, et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille et quand vous passez... Oui, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. Mais si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique en voulant développer des process, des méthodes comme les RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID, qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant les protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'ils avaient une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Pour aller plus loin sur la traçabilité, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité universelle qui irait avec une normalisation, une globalisation du stockage des données? Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, imaginer un organisme qui contrôle, qui régule ce stockage des données et leur légitimité à travers tous les pays du monde? Parce qu'on imagine que les gens vont se déplacer et que si on se fait poser une étiquette intelligente sur soi ou qu'on a des documents qui stockent des données, passant d'un pays à l'autre, on voudra avoir une traçabilité universelle. C'est en effet une grande question, parce que toutes ces technologies dont on parle sont aujourd'hui pas tout à fait compatibles, même pas du tout compatibles, et il y a un vrai problème et une vraie difficulté qui se pose là. Peut-être est-ce même souhaitable, puisque ça permet d'éviter que ces fichiers soient compatibles, puisque on le sait bien que la protection de la vie privée
exige l'incompatibilité des fichiers, au moins leur incommunicabilité. L'incompatibilité est la meilleure façon de protéger contre la communicabilité. Mais il y a une évolution qui va plutôt dans le sens de la possibilité de créer les conditions de cette communicabilité. C'est ce qui s'est passé sur Internet, où il y avait au départ quelques risques de processus différents, et il y a un processus qui s'est identifié avec toutes les technologies ou les sociétés qui se sont mises en place pour permettre une homogénéisation d'Internet. Je dis ça pas par hasard, parce que en fait, la RFID est une étape d'une évolution beaucoup plus vaste qu'on appelle Internet des objets, où les objets vont avoir aussi une adresse Internet qui est beaucoup plus vaste que la dimension de la RFID, qui vont permettre, ayant une adresse Internet, de communiquer avec d'autres, d'objets. C'est-à-dire une adresse email ou une adresse Internet qui leur crée un mini-site? Une adresse Internet, et ayant une adresse Internet et une capacité de recevoir ainsi des messages, elles vont pouvoir recevoir des ordres. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions, on pourra envoyer un message Internet à son automobile à distance pour savoir ce qu'il en se passe, on pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés, si telle chose ou telle chose se passe. Donc toute la domotique va être révolutionnée par la RFID et son évolution vers l'Internet des objets. Et s'il y a Internet des objets, c'est-à-dire que si il y a, ça a déjà commencé, si Internet des objets se généralise, alors évidemment ça sera très homogénéisé. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer des puces pour se protéger des puces, c'est-à-dire se créer des garde-fous contre ce maillage très dense de toutes ces informations nous concernant? Ah ben oui, parce que on l'a dit dans plusieurs émissions, le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Donc je pense qu'il y aura des systèmes de brouillage qui vont apparaître. Ils existent déjà. Brouillage des ondes émises Voilà. par la puce. Et il y aura aussi, de la part de chacun d'entre nous, une exigence morale et matérielle de vérifier en permanence qu'on n'est pas involontairement connecté. C'est ce qui va être le plus difficile, certainement. Bah oui, comme les gens plus ou moins importants ou qui se croient tels, qui font en permanence vérifier que leur bureau n'est pas sous écoute, il y aura de la part de chacun d'entre nous une vérification permanente, une vigilance à l'égard du branchement involontaire sur des réseaux sur lesquels on ne souhaiterait pas être connecté et dans lesquels on est déjà de mille et une façons en relation avec les autres sans le savoir. Est-ce qu'on pourrait imaginer un détournement de cette radio-identification vers des objectifs moins bienveillants que nous protéger ou nous surveiller de façon utile, par exemple l'espionnage, et plus loin le terrorisme? Il y en a mille façons de l'imaginer. Il y aura toute une série. On le voit déjà, ce qui se passe sur les animaux, par exemple, qui est très révélateur, la traçabilité des animaux. Ce qui se passe sur les animaux, les espèces en voie de disparition, qui est tout à fait nécessaire. Mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes pour tracer l'immigration volontaire ou l'immigration légale ou illégale, toujours volontaire, ou tracer, soit pour des raisons honorables, les personnes menacées par le proxénétisme et par le commerce sexuel. Enfin, il y a mille et une bonnes raisons. Mais ça, c'est la société qui voudra aller vers ça. Est-ce que des personnes malveillantes, comme des terroristes, pourraient, ou des espions, récupérer la technologie de la RFID? 1000 sujets de romans qui viendront à terme et qui seront en effet extrêmement dangereux, mais pas la peine de donner des idées de ce genre. Merci Jacques Attali, je vous retrouve vendredi prochain dans la bibliothèque du Sénat pour une autre conversation d'avenir. Et si l'avenir de la RFID vous intéresse, j'en profite pour vous signaler le 13 novembre prochain à Paris les rencontres professionnelles du monde autour du thème Innover, organiser, produire 2009, la révolution RFID. Et je vous invite à retrouver toutes les informations sur cette journée sur notre site internet publicsénat.fr, rubrique Conversation d'avenir, où vous pourrez également revoir cette émission et y réagir. Merci, à la semaine prochaine.